Marhaban bik ya Oustad, merci d'être venu et d'avoir accepté notre invitation à l'espace Maïmana. J'aimerais vous interroger dans un premier temps, d'abord vous présenter dans un premier temps, si vous permettez, quoi que ce soit difficile de vous présenter. Vous êtes docteur en stratégie économique, ancien expert auprès de l'ONU, et vous êtes un opposant connu à l'ancien régime de Ben Ali. Vous avez été emprisonné et torturé pendant 15 jours par le régime de Ben Ali en 91, et vous avez été contraint à l'exil, que vous avez vécu en France pendant 17 ans, et vous avez écrit un livre qui a décrit quels étaient les dessous du régime de Ben Ali et comment il torturait ses opposants politiques, qui a été publié par La Découverte. Et donc, et vous avez, ce faisant, renoncé à votre métier d'expert auprès de l'ONU. Tout ceci est à votre honneur. Et il est particulièrement à votre honneur d'avoir analysé ce qui se passait au niveau du monde arabe de la manière suivante. En 2007, vous étiez interrogé par El Kalam et vous disiez la chose suivante. Actuellement, le colonialisme est de retour. Les pays arabes sont les premiers visés. Et rien ne justifie qu'à l'instar des Irakiens, des militants facilitent aux nouveaux envahisseurs leur tâche de déstabilisation de nos États très fragiles. La justice internationale n'est pas pour demain. Et si elle doit s'occuper de rendre justice aux victimes, elle devrait commencer par juger ceux qui ont détruit des pays et massacré des peuples. Bien entendu, déjà en 2007 et un petit peu avant même, on avait compris quelles étaient les menées des pays de la coalition menée par les États-Unis pour détruire systématiquement les pays de la région. Et ils ont bien entendu commencé par l'Afghanistan et très rapidement l'Irak, qu'ils ont précipité dans un chaos dont il n'est pas encore sorti, loin de là. Et donc, vous avez fait partie d'une délégation qui avait été commise par la Ligue arabe en 2011 et qui devait faire une tournée en Syrie pour évaluer l'état des lieux et essayer d'apporter une solution pacifique à cette chose qui semblait être déjà une révolution colorée et qui mettait en route en réalité une guerre civile. Donc déjà depuis mars 2011, vous êtes allé donc avec cette délégation pendant un mois. 13 États étaient représentés et je crois qu'il y avait 166 délégués et 6 ONG étaient là. Pourriez-vous nous faire part de comment s'est déroulée cette mission, hein, qui est donc dépêchée par la Ligue arabe, et qu'est-ce que vous en avez ressenti et quelles étaient déjà votre impression à l'époque? Bon, merci, c'est très touché par votre invitation. Avant de parler de cette mission de la Ligue arabe, je voudrais revenir un petit peu au début de la crise syrienne. Tout le monde suivait ces affaires, en Tunisie, en Libye, puis à partir du mois de mars en Syrie, en Égypte, bien sûr, évidemment. Et tout le monde était tout à fait convaincu qu'il s'agissait, dans tous les cas, que ce soit en Tunisie ou ailleurs, enfin en Syrie, de révolution populaire, de révolution pacifique. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé en Syrie au mois de mars 2011. Avant même que notre mission, de la Ligue arabe, soit envoyée en Syrie. Alors, le 23 mars 2011, tout à fait au début des événements donc, dans ce pays, 2 jeunes hommes, Yahya Marba'i et Habib Amin, ont été abattus dans la ville de Daraa, cette ville dont tout est parti. Ces 2 jeunes n'étaient pas des opposants, ils n'étaient même pas des civils, c'était des soldats de l'armée arabe syrienne. Personne n'en a parlé. Personne ne parlera non plus qu'au cours de la première année de cette révolution pacifique, etc.,
une commission, une mission d'enquête indépendante de l'ONU, partie en Syrie, a donné le résultat suivant. Au cours de la première année donc, dans ce conflit, 2569 soldats et agents de sécurité syriens ont été assassinés, tués. Au cours du premier mois seulement, le mois de mars 2011, 88 soldats étaient abattus dans toute la Syrie. Donc c'était le premier mois du conflit. Cela, personne n'en parlait. Et personnellement, j'avoue que je l'ai appris bien plus tard. Donc sur les 2569 soldats tués au cours de la première année, il y avait, je ne sais pas, tout le monde le sait maintenant, il y a eu le 16 juin 2011 un massacre dans une caserne de police à Jisr-el-Chourour. Un camion-citerne, un camion d'essence, a été amené dans cette caserne et le gaz s'est fait exploser. Il y a eu 120 agents tués, un peu plus de 130. Bon, bref, je voulais simplement dire que cette révolution, qui n'était pas une d'ailleurs, n'avait rien de pacifique. Elle n'avait rien de populaire, tout à l'heure je vous le dirai pourquoi. La mission de la Ligue arabe, la mission des observateurs, a été négociée pendant des mois entre la Ligue arabe et l'État syrien. La Ligue arabe était à l'époque dirigée par le Qatar. Donc ce n'était pas la session, c'était la session, la présidente de la session revenait à l'époque à la Palestine. Et bon, ils ont payé, enfin ils ont acheté, disons, cette présidence pour une année, si bien que le Qatar s'était présenté comme, le chef des armes et faisait la pluie et le beau temps. Cette mission a été donc négociée pendant des mois et tout à fait vers la fin du mois de décembre, enfin, les observateurs sont venus d'une quinzaine de pays, dont le Qatar d'ailleurs, et les observateurs sont venus en conquérant avec le drapeau qatari, si bien que la Ligue arabe a choisi, a été contrainte de les renvoyer chez eux. Il y a eu en tout et pour tout 166 observateurs, enfin certains sont partis un peu plus tôt, venant de 13 pays et venant des institutions suivantes dans chaque pays. Il y avait des représentants de la diplomatie, donc des affaires étrangères. Il y a eu beaucoup d'ambassadeurs en exercice, mais aussi à la retraite. Il y a eu des représentants des ministères de l'Intérieur, donc des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Il y a eu des représentants des armées, donc pratiquement une quinzaine d'armées arabes. Je voudrais mentionner ici dès le début que la plupart des pays qui avaient envoyé des observateurs étaient des pays hostiles à la Syrie, à son gouvernement, à son État. Il y avait peut-être juste l'Irak qui était un peu neutre, et aussi l'Algérie. Et tous les autres étaient des pays hostiles à la Syrie. Bon, la mission, dans cette mission, qu'est-ce qu'on demandait aux observateurs? Quatre choses, de répondre à quatre questions. La première question, est-ce que les autorités syriennes utilisaient la force pour mater des manifestations hostiles? Secondo, est-ce qu'il y a une présence armée massive, avec des engins, etc., dans les villes et les villages? Troisième question, ça touchait les problèmes des prisonniers, l'état des lieux dans les prisons,
combien il y avait de prisonniers, enfin de gens interpellés lors de ces événements-là. Bien sûr, il ne s'agissait pas de chercher à connaître les prisonniers politiques ou non en Syrie ou au-delà. Et la quatrième question a un rapport avec les médias, se sont représentés ou non, des médias étrangers, nationaux, ainsi de suite. Les observateurs étaient, bien sûr, il y avait la direction du général Tabi qui était là, c'est lui qui a dirigé cette mission. Et on s'est répartis, nous avons été répartis en nombre, enfin, un nombre équivalent à celui des provinces ou des préfectures syriennes. Et il y avait, bien sûr, enfin, un état-major, si vous voulez, enfin, qui est resté à Damas, et puis les autres sont partis dans les villes, les villages, etc. Donc c'est bien. À l'époque, toute la Syrie, tout le territoire syrien était couvert par la mission. Il n'y avait pas un seul village, une seule ville où nous ne pouvions pas aller. Je dois mentionner, parce que tous ces points-là ont été oblitérés, oubliés. On n'en a jamais parlé en très mauvais termes, ou bien en très mauvais termes, par exemple, que nous n'étions pas libres de circuler, par exemple. Qu'on ne pouvait pas circuler librement, enfin, qu'on nous obligeait à choisir, enfin, d'aller là ou là-bas, et ainsi de suite. Je dirai quelques mots à ce propos. Alors, donc, il y avait des groupes de 10, 12, enfin, mais le plus souvent c'était 10. Ce groupe était obligé de faire un rapport quotidien que nous envoyions à la mission à Damas, enfin à l'état-major de la mission. On se réunissait, enfin quand on sort, voilà. Alors, le matin quand on sort, bon, nous avons toujours des agents de l'ordre, enfin, qui nous suivaient, qui partaient avec nous. Le matin, ils ne savaient pas, quand on leur dit, voilà, on va partir, il est 8 heures, on va partir dans un quart d'heure, ils ne savent pas où on va, où on allait. C'est à 8h15, quand on démarre, que le chef du groupe leur dit, monsieur le colonel ou enfin, le commandant enfin, de la police, voilà, nous allons à telle ville. Alors là, ils partent en même temps que nous et avec nous. Mais auparavant, ils ne savaient pas exactement. Notre itinéraire quotidien, c'est nous qui le faisions, le plus souvent avec, comment dirais-je, en accord avec tel ou tel groupe de l'opposition. Bon, justement, parce que les opposants, enfin les représentants de l'opposition avaient le téléphone, nos téléphones, ils nous disent, voilà, nous allons organiser une manifestation, je dis comme ça, un exemple, à l'avenue Garibaldi. Eh bien, nous partons à la rue ou la ville, à l'avenue Garibaldi. Et nous le disons, évidemment, nous transmettons le message au chef de la police. Et alors, le soir, quand on revient, enfin, on se repose un petit peu, avant ou après le dîner, on fait notre rapport et on répond aux 4 questions contenues dans la mission. Est-ce que nous avons rencontré, est-ce que déjà, enfin, dans les manifestations qu'on avait suivies, ceci dit, nous suivions les manifestations hostiles, mais les manifestations favorables au gouvernement. Alors on écrit on rédige notre rapport. Alors, est-ce que la police utilise la force contre les manifestations? C'est toujours non. C'est toujours non. Avec parfois une évaluation du nombre de manifestants. Nous sommes 10 dans l'équipe
chacun de nous a sa méthode d'évaluation. Même, nous avons compris que les manifestations n'étaient pas des manifestations fixes. Hein. Les manifestants manifestaient dans la rue, ils marchaient, etc. Et souvent, certains d'entre eux font le tour pour venir et grossir un petit peu la manifestation. Alors chacun de nous, nous étions très sensibles à tout cela dans le cadre de la manifestation. Sur les tracts, quand la distribution des tracts, les slogans aussi, tout cela fait partie de la mission dans la journée. Alors, nous disons, bon, aujourd'hui nous étions à telle ville, moi j'ai servi de Tamashi, c'est Hasaka, c'est le nord-ouest de la Syrie, à la frontière turque et bien, pendant la même chose, et d'ailleurs les rapports, j'ai des copies des rapports que nous avions Quotidien. Ces copies-là, je les ai relues ces derniers temps parce que j'avais besoin de rédiger quelque chose de très précis. Eh bien, c'est toujours la même chose. Il y a des manifestants, mais la police se retire dès qu'il y a une manifestation hostile. Dès qu'il y a une manifestation hostile, la police se retire. Même nos gardes, eh bien, ils se retirent, on les récupère, ils nous récupèrent plus tard vers la fin, à la fin de la manifestation. Si bien qu'il n'y a jamais eu, pendant les jours où nous avions travaillé dans cette région, il n'y a jamais eu de heurts entre police et manifestants. Je dois le dire pour la vérité historique que à deux reprises, certains des agents de police qui me suivaient ont été blessés par des jets de pierre. Je dois aussi mentionner que nous avons été, en tant que missionnaires, en tant qu'observateurs, nous avons été violentés très souvent, et sans le fait que nous avions des voitures blindées, je crois qu'on aurait fait, on nous aurait massacrés, parce que je parle du jour spécialement où l'un des cheikhs saoudiens s'est installé en Syrie, il a appelé les manifestations à tuer les observateurs. Ce jour-là, heureusement, nous n'avons pas été tués, mais deux de nos voitures ont été agressés. Enfin, on est resté, enfin, des traces, etc. On a dû se retirer. Donc, il n'y a jamais eu, dans notre cas, comme dans les autres cas des 13 autres équipes qui ont sillonné les 13 autres régions de Syrie, il n'y a jamais eu il n'y a aucune remarque, aucun rapport, il n'a été écrit dans aucun rapport que la police, à la fin de la mission, ceci dit, je dois dire que dans notre mission, enfin, nous visitions les prisons et nous nous entretenons avec les prisonniers en dehors de tout contrôle de l'administration pénitentiaire. On leur demande s'ils se sentent bien traités, s'ils ne sont pas violentés, agressés par les agents, s'ils mangent bien, si on les laisse dormir, etc. Tout cela, c'est écrit dans les rapports. Alors, et j'en reviens donc, j'en arrive à la troisième question, la question des médias. Donc les prisonniers, d'accord, c'est la troisième, et la quatrième question, c'est les médias. À l'époque, nous avions
peu près 60 ou 65, enfin je n'ai plus le chiffre exact, enfin, mais il est dans le rapport, 60 représentants des divers médias étrangers et syriens, arabes et étrangers, des télévisions, des radios, des journalistes, et ainsi de suite, enfin, des représentants d'agences d'information et tout, etc. Donc, la seule chose qui posait problème, c'est que les autorités ne donnaient pas des visas de longue durée, tout juste une semaine, 10 jours. Et la mission des observateurs arabes a réussi à obtenir de l'autorité syrienne de prolonger, de doubler, si vous voulez, la période des visas. On a terminé, la rédaction se faisait au jour le jour, enfin, on rédigeait les rapports quotidiens, mais à l'état-major, enfin, on prenait acte, enfin, de tout cela et on rédigeait le rapport final. Et le 17 janvier, disons, un premier rapport a été présenté à la mission de la Ligue arabe au Caire. Le général Deb y était. Et bon, ça a été mal reçu. Pardonnez-moi, maître, le général Abiy était quelqu'un d'objectif, il est d'origine soudanaise. Soudanaise, oui. Et c'est un journaliste soudanais, un général soudanais, qui a travaillé beaucoup. Qui a travaillé beaucoup enfin, dans les régions chaudes, enfin, du Soudan, si bien que c'est peut-être pour cette raison qu'on a cherché enfin, on l'a condamné pratiquement au deuxième, troisième jour de la mission. Les médias occidentaux et certains médias arabes, surtout Al Jazeera, mais à l'époque, Al Jazeera n'était pas très violente avec lui parce qu'il cherchait à l'amadouer, à l'acheter. Je vous dirai par la suite, à la sortie du rapport, ce qu'on lui a fait, ce qu'on lui a promis, enfin, ou offert, enfin, mais c'était un homme incorruptible, quoi. Alors le 17, là, il me racontait en privé. J'étais très proche de lui et il m'a raconté en privé, il m'a dit, il n'avait même pas à le raconter, tout le monde qui suivait la scène à la télévision pouvait se rendre compte. Il a commencé à lire son rapport douzaine, 14 pages. Mais les autorités saoudiennes et qataries le savaient à l'époque, parce que dans la mission, je vous ai dit, la plupart des représentants, c'était des observateurs de pays hostiles. Donc, il suffisait qu'il y ait un seul qui leur soit favorable pour qu'il leur passe le rapport avant la lecture de Deby. Alors, il a mis peut-être 2 à 3 minutes à lire le rapport. Et puis il y a les 2 ministres des Affaires étrangères les plus influents, qui ont tout le pouvoir de la Ligue arabe, c'était le Saoudien et le Qatari, se sont retirés. C'est ce qu'il m'a raconté. Il m'a expliqué ce que nous avions vu dans la scène. Il a dit, voilà, ils se sont retirés. Ils l'ont laissé parler. Ils se sont retirés pour décider illico du départ aux Nations Unies avec le chef de la Ligue arabe, enfin tout, et pour demander l'intervention de l'OTAN comme ça a été fait pour la Libye.
Le 17, la mission a été gelée. Tous ceux qui étaient enfin, à Alep, pour nous, enfin, nous étions à Kamash, les villes qui étaient plus ou moins éloignées de Damas, enfin les observateurs, ils sont restés jusqu'à la fin du mois, pratiquement 10 jours à peu près, ou 17 jusqu'au 27, ils sont restés là, à ne pas sortir de l'hôtel, à végéter, enfin à attendre des informations, etc. Bon, qu'est-ce que je dois dire pour ce qui est des manifestations? Parce qu'il faut le dire, ça c'était le plus important. À l'époque, tout le monde, enfin dans les médias arabes et anglo, enfin étrangers, européens, etc., disait, bon, Bachar al-Assad tuer son peuple, Bachar al-Assad n'est pas populaire, c'est des manifestants de ceci, de cela qui sortent à Alep. Non, la vérité est que quand il y a dans une ville quelconque, disons à Saint-Denis, quand il y a une manifestation de 400 à 500 personnes, il n'y en a jamais plus pour les manifestants, même dans les grandes villes. Quand il y a une manifestation de 400 à 500 personnes, c'est 50 000 à 100 000 qui sortent pour soutenir le gouvernement. Pour soutenir le pouvoir. Et j'étais là. J'étais là et à écouter en même temps les échos de cette manifestation de Damas où il n'y avait pas moins d'1,5 million. 1,5 million et personne n'en a dit mot. Et j'ai cru, enfin je connais la Syrie auparavant, hein, ceci dit, enfin je dois remarquer que dans toute la mission, parmi tous les observateurs, j'étais le seul à avoir eu un passé hostile au gouvernement syrien. J'ai travaillé avec les opposants syriens en Suisse, enfin en France, en Suisse, en Belgique, etc., de 1991 jusqu'à 2003. 2003, j'ai arrêté ça depuis avec la guerre contre l'Irak, etc. Je me suis dit, c'est plus le moment maintenant. J'ai traduit avec un camarade algérien un livre sur la torture, les droits de l'homme, etc. en Syrie. Là, vous le trouvez, enfin, juste en mentionnant le nom. C'est un livre de 560 pages qui a été traduit, qui a été fait par une quinzaine, 16 intellectuels, militants, etc., syriens. Et nous l'avions traduit en Syrie, c'était en 2001, je crois. Donc, très franchement, je n'ai jamais compris, avant cela, qu'un gouvernement, qu'un pouvoir, qu'un régime si décrié soit aussi populaire. Ce n'était pas le Hizb al-Ba'ath qui mobilisait, c'est l'automobilisation. Les gens ont compris, parce que ça se faisait un an, enfin, que les choses ont commencé dans le monde arabe, ils ont vu ce que sont devenus ces pays, enfin la Libye. Ils ont compris ce qui s'est passé en Irak et en Libye. En Irak, justement, en Irak et en Libye. C'était voisins, ils ont reçu les Irakiens, des millions d'Irakiens sont venus en Syrie. Tout à fait, c'est le pays qui a reçu le plus d'Irakiens. Tout à fait. Ça a été ça a déstabilisé, mais démographiquement et économiquement. Pas moins de 3 millions, enfin, il a totalement déstabilisé la Syrie. Donc, pardonnez-moi, je voudrais vous poser la question suivante. Avez-vous rencontré des opposants syriens? Ah oui, bien sûr. Et qu'ont-ils dit? Premièrement. Et deuxièmement, qu'avez-vous vu de l'organisation militaire de la fameuse soi-disant opposition syrienne? Parce que ça, c'est un petit peu mal décrit. Bon, là, il faut dire qu'à l'époque, je vous ai donné enfin, des chiffres sur les morts de l'armée syrienne. Mais à l'époque, ce n'était pas la guerre. Vraiment, c'était encore... enfin, la fin... Non, jusqu'à
la fin de la mission de l'ONU. Parce qu'au début, cette mission-là, c'était la mission de la Ligue arabe. Et puis la deuxième mission, c'était la mission ONU, Ligue arabe, avec l'ancien secrétaire général de l'ONU. Le noir. Kofi Annan. Kofi Annan, avec Kofi Annan. C'est avec Kofi Annan qu'a commencé vraiment la guerre. Et lui, il l'a compris. Mais alors, je vais vous le dire très franchement, je n'ai jamais vu des gens aussi lâches que Kofi Annan au début, puis par la suite, l'Akhdar Ibrahim. Voilà, justement. Ah. Enfin, on avait quelques espoirs avec Akhdar Ibrahim. On se demandait ce qu'il allait apporter, lui. L'Akhdar Ibrahim, il aurait pu apporter quelque chose, mais je crois que ça le dépassait. La pression américaine était trop forte, celle des Arabes aussi. Il ne faut pas oublier qu'il est très lié à la dynastie hachimite jordanienne, etc., des considérations. Mais personnellement, j'ai connu l'Akhdar Ibrahim au début des années 90, donc bien avant l'affaire irakienne, etc. Et j'avoue que j'avais beaucoup de respect. J'avais connu beaucoup de respect, ne serait-ce que par son passé, enfin, de militant. Enfin, le premier ambassadeur algérien à Damas, c'est quelqu'un de très cultivé et tout. Mais je ne pensais pas qu'il puisse avoir cette attitude concernant la Syrie, parce que là, il n'était pas neutre, ce n'était pas le représentant d'une ONU neutre, c'était le représentant d'un pouvoir, enfin d'un parti politique ou d'un pouvoir ennemi, enfin, de la Syrie. Au service d'étrangers. Oui. J'ai écrit beaucoup sur l'émission, enfin une lettre ouverte à l'Akhdar Ibrahimi, enfin, mais en arabe, il y a 2 ans, c'était juste après la fin de sa mission. Bon, qu'est-ce qui reste de tout cela? Il reste le plus important. C'est que les Syriens, dans leur extrême majorité, ont compris qu'on n'en voulait pas tellement à leur président. Non, on voulait à la Syrie. On voulait au pays, on voulait, enfin au peuple syrien. On ne voulait pas de cette unité syrienne, de ce peuple uni, etc. Je voudrais faire une petite parenthèse. Le dernier jour, enfin, le dernier jour de notre mission à Kamash, nous étions réunis, autour de nous les représentants de la société de cette région. Kamash, c'est un peu le... Comment dirais-je? Elle représente plus que toute autre région la mosaïque syrienne. Nous avions autour de nous les représentants de toutes les ethnies, de toutes les religions, de toutes les confessions, tout le monde. Et il y avait un seul qui manquait, parce qu'il était le seul, il était le seul représentant de sa confession, mais il n'était pas là ce jour-là, c'était un juif. Il y avait un juif installé à Kamash, mais ce jour-là, il n'est pas venu parce qu'il n'était pas là. Donc, alors, nous avons discuté. Et il y avait à ma gauche quelqu'un qui tenait une feuille de papier et puis qui faisait des croquis, enfin des rectangles, des carrés, etc. J'étais très curieux, je le regardais très souvent. Quand nous avions terminé, il s'est adressé à moi, il m'a dit, voilà monsieur, j'ai vu que vous étiez très intéressé par ce que je faisais, pourtant ce n'était pas tellement difficile. Il me dit, voilà où je suis, où j'habite, c'est notre quartier. Alors là, ce sont des Kurdes. À côté, c'est des Arabes. Un peu plus loin, c'est des Arméniens.
là c'est des orthodoxes, là c'est des musulmans sunnites, là c'est des chiites. Bref, enfin, c'était vraiment la mosaïque syrienne. Et il me dit, s'il vous plaît, transmettez au monde que nous voulons continuer à vivre ainsi. J'ai toujours ce papier-là. Il fera la couverture du livre que j'ai terminé sur la Syrie. Parce qu'on a voulu s'attaquer à cette série si riche, enfin, si riche par sa diversité, par en faire des petits États, enfin des principautés de chiites, de sunnites, de ceci et de cela, pour évidemment enfin, donner plus de chances de survie à un État que nous connaissons tous. Ça, le grand projet le projet du Grand Moyen-Orient. Merci beaucoup. Donc, deux petites minutes. Alors, donc, dans le rapport quotidien que nous faisions, enfin notre groupe et les autres aussi, il n'a jamais été fait mention que des manifestants aient été agressés par la police, matés, etc. C'est plutôt le contraire. Tout cela, c'est écrit c'est écrit noir sur blanc sur le rapport. Alors, deuxième point, est-ce qu'il y a une présence militaire, enfin je sais pas, des blindés, des engins, etc., dans les villes ou autour des villes? Dans notre groupe, c'est ça justement l'importance de la présence militaire dans les groupes. Dans le groupe, il y avait 2 généraux et 3 colonels. C'était 5 militaires, enfin pas tous d'actifs. Hein. Il y avait un médecin, il y avait un colonel médecin des Émirats, il y avait un autre colonel d'actifs, enfin émirati aussi, et 2 généraux irakiens à la retraite. Et puis les autres, c'était des civils, des médecins, enfin, des avocats, etc. Donc, jamais on a rencontré dans des villes de cette région de la Syrie, ou autour, parce qu'on faisait le tour, enfin, quand on sort à 8 heures, enfin, on ne revient que vers le coup de 5 heures, 5 heures et demie. Ça en fait des journées de 10, 12 heures. En cherche, il y a autour des villes, enfin, une présence militaire plus ou moins importante, s'il y a des tanks, des chars, etc. Jamais, pas du tout. Et même dans les villes, il y a rares fois où dans d'autres villes, par exemple, qui étaient un peu plus chaudes, à l'époque c'était Homs, il y avait, Homs c'était la ville la plus chaude à l'époque, hein. C'est un peu le cas d'Alep actuellement. Eh bien, quand les observateurs ont remarqué la présence d'engins, le général Deby a tout de suite contacté le ministre des Affaires étrangères, qui lui a contacté le ministre de la Défense, et les engins ont été retirés. Donc, pas de présence armée ou d'engins, etc., dans les villes autour des villes. Alors, troisième point, le problème des prisonniers qui ont été interpellés enfin, au cours de ces événements-là. Nous avions donc des listes fournies par l'opposition, et avec ces listes, il y avait aussi nous avions les listes des personnes qui ont été libérées à la suite des diverses
grâce ou amnistie, enfin il y en a eu à l'époque 3 je crois. Bon, on s'est rendu compte vers la fin, mais tout à fait vers la fin de la mission. Ceci dit, je dois dire que dans notre mission, enfin, nous visitions les prisons et nous nous entretenons avec les prisonniers en dehors de tout contrôle de l'administration pénitentiaire. On leur demande s'ils se sont bien traités, s'ils ne sont pas violentés ou agressés par les agents, s'ils mangent bien, on les laisse dormir, etc. Tout cela, c'est écrit dans le rapport. Alors, et j'en arrive à la troisième question, la question des médias. Donc, les prisonniers, d'accord, c'est la troisième, et la quatrième question, c'est les médias. À l'époque, nous avions à peu près 60 ou 65, enfin, je n'ai plus le chiffre exact, enfin, mais il est dans le rapport, 60 représentants des divers médias étrangers et syriens, arabes et étrangers, des télévisions, des radios, des journalistes, et ainsi de suite, enfin, des représentants d'agences d'information et tout, etc. Donc, la seule chose qui posait problème, c'est que les autorités ne donnaient pas des visas de longue durée, tout juste une semaine, 10 jours. Et la mission des observateurs arabes a réussi à obtenir de l'autorité syrienne de prolonger, de doubler, si vous voulez, la période des visas. On a terminé, la rédaction se faisait au jour le jour, enfin on rédigeait les rapports quotidiens, mais à l'état-major, enfin, on prenait acte, enfin, de tout cela et on rédigeait le rapport final. Et le 17 janvier, disons, un premier rapport a été présenté à la mission de la Ligue arabe au Caire. Le général Deb y était. Et bon, ça a été mal reçu. Pardonnez-moi, maître, le général Abiy était quelqu'un d'objectif et d'origine soudanaise. Soudanaise, oui. Et c'est un journaliste soudanais, c'est un général soudanais qui a travaillé beaucoup. Qui a travaillé beaucoup dans les régions chaudes du Soudan, si bien que c'est peut-être pour cette raison qu'on a cherché on l'a condamné pratiquement au deuxième, troisième jour de la mission. Les médias occidentaux, certains médias arabes, surtout Al Jazeera, mais à l'époque, Al Jazeera n'était pas très violente avec lui parce qu'il cherchait à l'amadouer, à l'acheter. Je vous dirai par la suite, à la sortie du rapport, ce qu'on lui a fait, ce qu'on lui a promis, enfin, ou offert, mais c'était un homme incorruptible, quoi. Alors le 17, là, il me racontait en privé. J'étais très proche de lui et il m'a raconté en privé, il m'a dit, il n'avait même pas à le raconter, tout le monde qui suivait la scène à la télévision pouvait se rendre compte. Il a commencé à lire son rapport, douzaine, 14 pages, mais les autorités saoudiennes et qataries le savaient à l'époque, parce que dans la mission, je vous ai dit, la plupart des représentants, c'était des observateurs de pays hostiles. Donc,
il suffisait qu'il y ait un seul qui leur soit favorable pour que leur passe le projet, le rapport avant la lecture de Derby. Alors, il a mis peut-être 2 à 3 minutes à lire le rapport. Et puis il y a les 2 ministres des Affaires étrangères les plus influents, qui ont tout le pouvoir de la Ligue arabe, c'était le Saoudien et le Qatari, se sont retirés. C'est ce qu'il m'a raconté. Il m'a expliqué ce que nous avions vu dans la scène. Il a dit, voilà, ils se sont retirés. Ils l'ont laissé parler. Ils se sont retirés pour décider illico du départ aux Nations Unies avec le chef de la Ligue arabe, tout le monde. Et pour demander l'intervention de l'OTAN, comme ça a été fait pour la Libye. Le 17, la mission a été gelée. Tout ce qui était à l'air, pour nous, nous étions à Kamash, les villes qui étaient plus ou moins éloignées de Damas, les observateurs, ils sont restés jusqu'à la fin du mois, pratiquement 10 jours à peu près, jusqu'au 27, ils sont restés là, à ne pas sortir de l'hôtel, à végéter, à attendre des informations, etc. Bon, qu'est-ce que je dois dire pour ce qui est des manifestations? Parce qu'il faut le dire, ça c'était le plus important. À l'époque, tout le monde, dans les médias arabes et anglo, étrangers, européens, etc., disaient, bon, Bachar al-Assad tuer son peuple, Bachar al-Assad n'est pas populaire, c'est des manifestants de ceci, de cela qui sortent à Alep. Non. La vérité est que quand il y a dans une ville quelconque, disons à Saint-Denis, quand il y a une manifestation de 400 à 500 personnes, il n'y en a jamais plus pour les manifestants, même dans les grandes villes. Quand il y a une manifestation de 400 à 500 personnes, c'est 50 000 à 100 000 qui sortent pour soutenir le pouvoir. Et j'étais là. J'étais là et à écouter en même temps les échos de cette manifestation de Damas où il n'y avait pas moins d'1,5 million. 1,5 million et personne n'en a dit mot. Et j'ai cru, je connais la Syrie auparavant, ceci dit, je dois remarquer que dans toute la mission, parmi tous les observateurs, j'étais le seul à avoir eu un passé hostile au gouvernement syrien. J'ai travaillé avec les opposants syriens en Suisse, en France, en Suisse, en Belgique, etc., de 1991 jusqu'à 2003. 2003, j'ai arrêté ça depuis avec la guerre contre l'Irak, etc. Je me suis dit, c'est plus le moment maintenant. J'ai traduit avec un camarade algérien un livre sur la torture, les droits de l'homme, etc. en Syrie. Vous le trouvez, juste en mentionnant le nom. C'est un livre de 560 pages qui a été traduit, qui a été fait par une quinzaine, 16 intellectuels, militants, etc., syriens. Et nous l'avions traduit en Syrie, c'était en 2001, je crois. Donc, très franchement, je n'ai jamais compris, avant cela, qu'un gouvernement, qu'un pouvoir, qu'un régime si décrié soit aussi populaire. Ce n'était pas le Hizb al-Ba'ath qui mobilisait, c'est l'automobilisation. Les gens ont compris, parce que ça se faisait un an,
que les choses ont commencé dans le monde arabe, ils ont vu ce que sont devenus ces pays, enfin la Libye. Ils ont compris ce qui s'est passé en Irak et en Libye. En Irak, justement, en Irak et en Libye. C'était pour ça, ils ont reçu les Irakiens, des millions d'Irakiens sont venus en Syrie. Tout à fait, c'est le pays qui a reçu le plus d'Irakiens. Ça a déstabilisé, mais démographiquement et économiquement. Pas moins de 3 millions, enfin, il a totalement déstabilisé la Syrie. Donc, pardonnez-moi, je voudrais vous poser la question suivante. Avez-vous rencontré des opposants syriens? Ah oui, bien sûr. Et qu'ont-ils dit? Premièrement. Et deuxièmement, qu'avez-vous vu de l'organisation militaire de la fameuse soi-disant opposition syrienne? Parce que ça, c'est un petit peu mal décrit. Bon, là, il faut dire qu'à l'époque, je vous ai donné enfin, des chiffres sur les morts de l'armée syrienne. Mais à l'époque, ce n'était pas la guerre. Vraiment, c'était encore... enfin, non, jusqu'à la fin de la mission de l'ONU. Hein, parce qu'au début, cette mission-là, c'était la mission de la Ligue arabe. Puis la deuxième mission, c'était la mission ONU, Ligue arabe, avec l'ancien secrétaire général de l'ONU. Le noir. Kofi Annan. Kofi Annan, avec Kofi Annan. C'est avec Kofi Annan qu'a commencé vraiment la guerre. Et lui, il l'a compris. Mais alors, je vais vous le dire très franchement, je n'ai jamais vu des gens aussi lâches que Kofi Annan au début, puis par la suite, l'Akhdar Ibrahim. Voilà, justement. Enfin, on avait quelque espoir avec l'Akhdar Ibrahim. On se demandait ce qu'il allait apporter, lui. L'Akhdar Ibrahim, il aurait pu apporter quelque chose, mais je crois que ça le dépassait. La pression américaine était trop forte, celle des Arabes aussi. Il ne faut pas oublier qu'il est très lié à la dynastie hachimite, jordanienne, etc., etc., des considérations. Mais personnellement, j'ai connu l'Akhdar Ibrahim au début des années 90. Donc bien avant l'affaire irakienne, etc. Et j'avoue que j'avais beaucoup de respect. J'avais connu beaucoup de respect, ne serait-ce que par son passé, enfin, de militant. Enfin, le premier ambassadeur algérien à Damas, c'est quelqu'un de très cultivé et tout. Mais je ne pensais pas qu'il puisse avoir cette attitude concernant la Syrie. Parce que là, il n'était pas neutre, ce n'était pas le représentant d'une ONU neutre, c'était le représentant d'un pouvoir, enfin d'un parti politique ou d'un pouvoir ennemi, enfin, de la Syrie. Au service étranger, peut-être. Oui, j'ai écrit beaucoup sur l'émission, enfin une lettre ouverte à l'Akhdar Ibrahimi, enfin, mais en arabe, il y a 2 ans, c'était juste après la fin de sa mission. Bon, qu'est-ce qui reste de tout cela? Il reste le plus important. C'est que les Syriens, dans leur extrême majorité, ont compris qu'on n'en voulait pas tellement à leur président. Non, on voulait à la Syrie. On voulait au pays, on voulait, enfin au peuple syrien, on ne voulait pas de cette unité syrienne, de ce peuple uni, etc. Je voudrais faire une petite parenthèse. Le dernier jour, enfin, le dernier jour de notre mission à Tamash, nous étions réunis, autour de nous les représentants de la société de cette région. Tamash, c'est un peu le... Comment dirais-je? Elle représente plus que toute autre région la mosaïque syrienne. Nous avions autour de nous les représentants de toutes les ethnies, de toutes les religions, de toutes les confessions, tout le monde. Et il y avait un seul qui manquait, parce qu'il était le seul représentant de sa confession, mais il n'était pas là ce jour-là, c'était un juif.
Il y avait un juif installé à Kamishli, mais ce jour-là, il n'est pas venu parce qu'il n'était pas là. Donc, alors, nous avons discuté. Et il y avait à ma gauche quelqu'un qui tenait une feuille de papier et puis qui faisait des croquis, des rectangles, des carrés, etc. J'étais très curieux, je le regardais très souvent. Quand nous avions terminé, il s'est adressé à moi, il m'a dit, voilà monsieur, j'ai vu que vous étiez très intéressé par ce que je faisais, pourtant ce n'était pas tellement difficile. Il me dit, voilà où je suis, où j'habite, c'est notre quartier. Alors là, ce sont des Kurdes. À côté, c'est des Arabes. Un peu plus loin, c'est des Arméniens. Là, c'est des orthodoxes. Là, c'est des musulmans sunnites. Là, c'est des chiites. Bref, c'était vraiment la mosaïque syrienne. Et il me dit, s'il vous plaît, transmettez au monde que nous voulons continuer à vivre ainsi. J'ai toujours ce papier-là. Il fera la couverture du livre que j'ai terminé sur la Syrie. Parce qu'on a voulu s'attaquer à cette série si riche, si riche par sa diversité, par en faire des petits États, des principautés de chiites, de sunnites, de ceci et de cela, pour évidemment donner plus de chances de survie à un État que nous connaissons tous. C'est ça le grand projet le projet du Grand Moyen-Orient. Merci beaucoup. Donc, petite minute.